Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons continuer la lecture de La femme au collier de velours d'Alexandre Dumas. La femme au collier de velours, paru en 1850, est un roman qui se déroule en 1793 sous la terreur, entre guillotine, bain de sang, plaisir et luxe parisien. Alexandre Dumas dit Alexandre Dumas père, afin de ne pas le confondre avec son fils, donc Dumas fils, auteur en particulier de La Dame aux Camélias, est un auteur proche des romantiques et tourné vers le théâtre. Alexandre Dumas écrit d'abord des vaudevilles à succès et des drames historiques. Auteur prolifique, il s'oriente ensuite vers le roman historique, tels que la trilogie Les Trois Mousquetaires, Monte Cristo ou encore La Reine Margot en 1845. La paternité de certaines de ses œuvres lui sont contestées. Dumas fut ainsi soupçonné d'avoir utilisé plusieurs nègres littéraires, notamment Auguste Maquet. Toutefois, les recherches contemporaines ont montré que Dumas avait mis en place une véritable coopération avec ce dernier. Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifier les ébauches de Maquet pour les rendre plus dynamiques. On ne peut donc lui nier la paternité de son œuvre, même s'il a été pas mal aidé. Donc nous allons continuer la lecture de ce livre. Je vais vous donner une petite citation donc d'Alexandre Dumas avant de continuer la lecture. Ce qui fait la passion du jeu plus forte que toutes les autres, c'est que, ne pouvant jamais être assouvie, elle ne peut jamais être lassée. C'est une maîtresse qui se promet toujours et qui ne se donne jamais. Elle tue, mais elle ne fatigue pas. Voilà, j'espère que vous allez passer un agréable moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. #VBN, lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas. Nous allons passer à la lecture. Nous en étions au chapitre 4. Maître Gottlieb meurt. Ce fut le chef d'orchestre qui vint ouvrir en personne à Hoffmann. Hoffmann n'avait jamais vu Maître Gottlieb, et cependant, il le reconnut. Cet homme tout grotesque qu'il était ne pouvait être qu'un artiste, et même un grand artiste. C'était un petit vieillard de 55 à 60 ans, ayant une jambe tordue et cependant ne boitant pas trop de cette jambe qui ressemblait à un tire-bouchon. Tout en marchant, ou plutôt tout en sautillant, et son sautillement ressemblait fort à celui d'un hoche-queue, tout en sautillant et en devançant les gens qu'il introduisait chez lui, il s'arrêtait, faisait une pirouette sur sa jambe torse, ce qui lui donnait l'air d'enfoncer une vrille dans la terre et continuer son chemin. Tout en le suivant, Hoffmann examinait et gravait dans son esprit un de ces fantastiques et merveilleux portraits dont il nous a donné dans ses œuvres une si complète galerie. Le visage du vieillard était enthousiaste, fin et spirituel à la fois, recouvert d'une peau parcheminée, mouchetée de rouge et de noir comme une page de plein champ. Au milieu de cette étrange faciès brillaient deux yeux vifs, dont on pouvait d'autant mieux apprécier le regard aigu que les lunettes qu'il portait et qu'il n'abandonnait jamais, même dans son sommeil, étaient constamment relevées sur son front ou abaissées sur le bout de son nez. C'était seulement quand il jouait du violon, en redressant la tête et en regardant à distance, qu'il finissait par utiliser ce petit meuble, qui paraissait être chez lui plutôt un objet de luxe que de nécessité. Sa tête était chauve et constamment abritée sous une calotte noire, qui était devenue une partie inhérente à sa personne. Jour et nuit, Maître Gottlieb apparaissait aux visiteurs avec sa calotte. Seulement, lorsqu'il sortait, il se contentait de la surmonter d'une petite perruque à la Jean-Jacques, de sorte que la calotte se trouvait prise entre le crâne et la perruque. Il va sans dire que jamais Maître Gottlieb ne s'inquiétait le moins du monde de la portion de velours qui apparaissait sous ses cheveux chauves, sous ses faux cheveux, lesquels, ayant plus d'affinité avec le chapeau qu'avec la tête, accompagnaient le chapeau dans son excursion aérienne, toutes les fois que Maître Gottlieb saluait. Hoffmann regarda tout autour de lui, mais ne vit personne. Il suivit donc Maître Gottlieb, ou Maître Gottlieb, qui, comme nous l'avons dit, marchait devant lui, voulut le mener.
Maître Gottlieb s'arrêta dans un grand cabinet plein de partitions empilées et de feuilles de musique volantes. Sur une table étaient 10 ou 12 boîtes plus ou moins ornées, ayant toute cette forme à laquelle un musicien ne se trompe pas, c'est-à-dire la forme d'un étui de violon. Pour le moment, Maître Gottlieb était en train de disposer pour le théâtre de Mannheim, sur lequel il voulait faire un essai de musique italienne, le Matrimonio Segreto de Cimarosa. Un archet comme la batte d'Arlequin était passé dans sa ceinture, ou plutôt maintenu par le gousset boutonné de sa culotte. Une plume se dressait fièrement derrière son oreille, et ses doigts étaient tachés d'encre. De ses doigts tachés d'encre, il prit la lettre que lui présentait Hoffmann. Puis jetant un coup d'œil sur l'adresse et reconnaissant l'écriture, « Ah, Zacharia Werner, dit-il, poète celui-là, mais joueur. » Puis, comme si la qualité corrigeait un peu le défaut, il ajouta « joueur, mais poète. » Puis, décachetant la lettre, « Parti. N'est-ce pas, parti ?»« Il part, monsieur, en ce moment même. » « Dieu le conduise, » ajouta Gottlieb, en levant les yeux au ciel, comme pour recommander son ami à Dieu. Mais il a bien fait de partir. Les voyages forment la jeunesse, et si je n'avais pas voyagé, je ne connaîtrais pas. Moi, l'immortel Paisiello, le divin Cimarosa. Mais dit Hoffmann, vous n'en connaîtriez pas moins bien leurs œuvres, maître Gottlieb. Oui, leurs œuvres, certainement. Mais qu'est-ce que connaître l'œuvre d'un artiste? C'est connaître l'âme sans le corps. L'œuvre, c'est le spectre. C'est l'apparition. L'œuvre, c'est ce qui reste de nous après notre mort. Mais le corps, voyez-vous, c'est ce qui a vécu. Vous ne comprendrez jamais entièrement l'œuvre d'un homme si vous n'avez pas connu l'homme lui-même. Hoffmann fit un signe de tête. « C'est vrai, dit-il, et je n'ai jamais apprécié complètement Mozart qu'après avoir vu Mozart. »« Oui, dit Gottlieb. Mozart a du bon. Mais pourquoi a-t-il du bon? Parce qu'il a voyagé en Italie. La musique allemande, jeune homme, c'est la musique des hommes. Mais retenez bien ceci, la musique italienne, c'est la musique des dieux. » Ce n'est pourtant pas, reprit Hoffmann en souriant, ce n'est pourtant pas en Italie que Mozart a fait le mariage de Figaro et Don Juan. Puisqu'il a fait l'un à Vienne pour l'empereur, l'autre à Prague pour le théâtre italien. C'est vrai, jeune homme, c'est vrai. Et j'aime avoir en vous cet esprit national qui vous fait défendre Mozart. Oui, certainement, si le pauvre diable eût vécu et s'il eût fait encore un ou deux voyages en Italie, c'eût été un maître, un très grand maître. Mais ce Don Juan dont vous parlez, ce mariage de Figaro dont vous parlez, sur quoi les a-t-il faits? Sur des libretti italiens, sur des paroles italiennes, sous un reflet du soleil de Bologne, de Rome ou de Naples. Croyez-moi, jeune homme, ce soleil, il faut l'avoir vu, l'avoir senti pour l'apprécier à sa valeur. Tenez-moi, j'ai quitté l'Italie depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je grelotte, excepté quand je pense à l'Italie. La pensée seule de l'Italie me réchauffe. Je n'ai plus besoin de manteau quand je pense à l'Italie. Je n'ai plus besoin d'habits. Je n'ai plus besoin de calotte même. Le souvenir me ravive. Aux musiques de Bologne, au soleil de Naples, Et la figure du vieillard exprima un moment une béatitude suprême. Et tout son corps parut frissonner d'une jouissance infinie, comme si les torrents du soleil méridional, inondant encore sa tête, ruisselaient de son front chauve sur ses épaules et de ses épaules sur toute sa personne. Hoffmann se garda bien de le tirer de son extase. Seulement, il en profita pour regarder tout autour de lui, espérant toujours voir Antonia. Mais les portes étaient fermées et l'on n'entendait aucun bruit derrière aucune des portes, qui décela la présence d'un être vivant. Il lui fallut donc revenir à maître Gottlieb, dont l'extase se calmait peu à peu, et qui finit par en sortir avec une espèce de frissonnement. « Jeune homme, dit-il. Et vous dites donc ?» Hoffmann tressaillit. « Je dis, maître Gottlieb, que je viens de la part de mon ami Zacharia Werner, lequel m'a parlé de votre bonté pour les jeunes gens, et comme je suis musicien... » « Ah, vous êtes musicien. »
Et Gottlieb se redressa, releva la tête, la renversa en arrière, et à travers ses lunettes, momentanément posées sur les derniers confins de son nez, il regarda Hoffmann. « Oui, oui, ajouta-t-il, tête de musicien, front de musicien, œil de musicien, et qu'êtes-vous? Compositeur ou instrumentiste ?» L'un et l'autre, maître Gottlieb, excusez-moi, Gottlieb. L'un et l'autre, dit maître Gottlieb. L'un et l'autre. Cela ne doute de rien, ces jeunes gens. Il faudrait la vie tout d'un homme, de 2 hommes, de 3 hommes pour être seulement l'un ou l'autre. Et ils sont l'un et l'autre. Il fit un tour sur lui-même, levant les bras au ciel et ayant l'air d'enfoncer dans le parquet le tire-bouchon de sa jambe droite. Puis après la pirouette achevée, s'arrêtant devant Hoffmann, « Voyons, jeune présomptueux, dit-il, qu'as-tu fait en composition ? Mais des sonates, des chants sacrés, des quintetis, des sonates après Sébastien Bach, des chants sacrés après Pergolèse, des quintetis après François-Joseph Haydn ? Ah, jeunesse, jeunesse !» Puis avec un sentiment de profonde pitié, « Et comme instrumentiste, continua-t-il, comme instrumentiste, de quel instrument jouez-vous ? De tout à peu près, depuis le rebec jusqu'au clavecin, depuis la viole d'amour jusqu'au théorbe, mais l'instrument dont je me suis particulièrement occupée, c'est du violon. » « En vérité, dit maître Gottlieb d'un air railleur, en vérité, tu lui as fait cet honneur-là au violon. C'est ma foi bien heureux pour lui, pauvre violon. Mais malheureux, ajouta-t-il en revenant vers Hoffmann, en sautillant sur une seule jambe pour aller plus vite. Sais-tu ce que c'est que le violon ? Le violon. Et maître Gottlieb balança son corps sur cette seule jambe dont nous avons parlé, l'autre restant en l'air comme celle d'une grue. Le violon. Mais c'est le plus difficile de tous les instruments. Le violon a été inventé par Satan lui-même pour damner les hommes, quand Satan a été au bout de ses inventions. Avec le violon, vois-tu, Satan a perdu plus d'âmes qu'avec les 7 péchés capitaux réunis. Il n'y a que l'immortel Tartini, mon maître, mon héros, mon Dieu. Il n'y a que lui qui ait jamais atteint la perfection sur le violon. Mais lui seul sait ce qui lui a coûté dans ce monde et dans l'autre, pour avoir joué toute une nuit avec le violon du diable lui-même, et pour avoir gardé son archet. Oh, le violon, sais-tu, malheureux profanateur, que cet instrument cache sous sa simplicité presque misérable les plus inépuisables trésors d'harmonie qu'il soit possible à l'homme de boire à la coupe des dieux. As-tu étudié ce bois, ces cordes, cet archet, ce crin surtout? Espères-tu réunir, assembler, dompter sous tes doigts ce tout merveilleux qui, depuis 2 siècles, résiste aux efforts des plus savants, qui se plaint, qui gémit, qui se lamente sous leurs doigts et qui n'a jamais chanté que sous les doigts de l'immortel Tartini, mon maître? Quand tu as pris un violon pour la première fois, as-tu bien pensé à ce que tu faisais, jeune homme ? Mais tu n'es pas le premier, ajouta maître Gottlieb, avec un soupir tiré du plus profond de ses entrailles. Et tu ne seras pas le dernier que le violon aura perdu, violon tentateur éternel. D'autres que toi aussi ont cru à leur vocation et ont perdu leur vie à racler le boyau. Et tu vas augmenter le nombre de ces malheureux, déjà si nombreux, si inutiles à la société, si insupportables à leurs semblables. Puis tout à coup, et sans transition aucune, saisissant un violon et un archet comme un maître d'escrime, prend 2 fleurets et les présentant à Hoffmann. « Eh bien, dit-il d'un air de défi, joue-moi quelque chose, voyons, joue, et je te dirai où tu en es. Et s'il est encore temps de te retirer du précipice, je t'en tirerai, comme j'en ai tiré le pauvre Zacharia Werner. Il en jouait aussi, lui, du violon. Il en jouait avec fureur, avec rage. Il rêvait des miracles, mais je lui ai ouvert l'intelligence. Il brisa son violon, en morceaux. Il fit du feu. Puis je lui mis une basse entre les mains et cela acheva de le calmer. Là, il y avait de la place pour ses longs doigts maigres. Au commencement, il leur faisait faire 10 lieues à l'heure. Et maintenant, il joue suffisamment de la basse pour souhaiter la fête à son oncle. Tandis qu'il n'eût jamais joué du violon que pour souhaiter la fête au diable. Allons, allons, jeune homme, voici un violon. Montre-moi ce que tu sais faire. Hoffmann prit le violon et l'examina.
Oui, oui, dit maître Gottlieb, tu examines de qui il est, comme le gourmet flaire le vin qu'il va boire. Pince une corde, une seule, et si ton oreille ne te dit pas le nom de celui qui a fait le violon, tu n'es pas digne de le toucher. Hoffmann pinça une corde qui rendit un son vibrant, prolongé, frémissant. C'est un Antonio Stradivarius, dit-il. Allons, pas mal. Mais de quelle époque de la vie de Stradivarius? Voyons un peu. Il en a fait beaucoup de violons de 1698 à 1728. Ah, quant à cela, dit Hoffmann, j'avoue mon ignorance et il me semble impossible. Impossible! Blasphémateur, impossible. C'est comme si tu me disais, malheureux, qu'il est impossible de reconnaître l'âge du vin en le goûtant. Écoute bien, aussi vrai que nous sommes aujourd'hui, le 10 mai 1793, ce violon a été fait pendant le voyage que l'immortel Antonio fit de Crémone à Mantoue en 1705, et où il laissa son atelier à son premier élève. Aussi, vois-tu, ce Stradivarius-là, je suis bien aise de te le dire, n'est que de 3e ordre. Mais j'ai bien peur que ce ne soit encore trop bon pour un pauvre écolier comme toi. Va. Hoffmann épaula le violon, et non, sans un vif battement de cœur, commença des variations sur le thème de Don Juan. Maître Gottlieb était debout, près d'Hoffmann, battant à la fois la mesure avec sa tête et avec le bout du pied de sa jambe torse. À mesure qu'Hoffmann jouait, sa figure s'animait. Ses yeux brillaient, sa mâchoire supérieure mordait la lèvre inférieure, et aux deux côtés de cette lèvre aplatie sortaient 2 dents, que dans la position ordinaire, elle était destinée à cacher, mais qui en ce moment se dressaient comme de défense de sanglier. Enfin, un allegro, dont Hoffmann triompha assez vigoureusement, lui attira de la part du maître Gottlieb un mouvement de tête qui ressemblait presque à un signe d'approbation. Hoffmann finit par un démancher, qu'il croyait des plus brillants, mais qui, loin de satisfaire le vieux musicien, lui fit faire une affreuse grimace. Cependant, sa figure se rasséréna peu à peu, et frappant sur l'épaule du jeune homme. « Allons, dit-il. C'est moins mal que je ne croyais. Quand tu auras oublié tout ce que tu as appris, quand tu ne feras plus de ces bons à la mode, quand tu ménageras ces traits sautillants et ces démanchés criards, on fera quelque chose de toi. » Cet éloge de la part d'un homme aussi difficile que le vieux musicien ravit Hoffmann. Puis il n'oubliait pas, tout noyé qu'il était dans l'océan musical, que maître Gottlieb était le père de la belle Antonia. Aussi prenant au bon les paroles qui venaient de tomber de la bouche du vieillard. « Et qui se chargera de faire quelque chose de moi ?» demanda-t-il. « Est-ce vous, maître Gottlieb ?»« Pourquoi pas, jeune homme, pourquoi pas, si tu veux écouter le vieux meurt. »« Je vous écouterai, maître, et tant que vous voudrez. »« Oh !» murmura le vieillard avec mélancolie, car son regard se rejetait dans le passé, car sa mémoire remontait les ans révolus. C'est que j'en ai bien connu des virtuoses. J'ai connu Corelli, par tradition, c'est vrai. C'est lui qui a ouvert la route, qui a frayé le chemin. Il faut jouer à la manière de Tartini, ou y renoncer. Lui, le premier, il a deviné que le violon était, sinon un dieu, du moins le temple d'où un dieu pouvait sortir. Après lui vient Pugnani. Violon passable, intelligent, mais mou, trop mou, surtout dans certains appoggiamenti. Puis Germiniani, vigoureux celui-là, mais vigoureux par boutade, sans transition. J'ai été à Paris exprès pour le voir. Comme tu veux, toi, aller à Paris pour voir l'opéra. Un maniaque, mon ami, un somnambule, mon enfant, un homme qui gesticulait en rêvant, entendant assez bien le tempo rubato, fatal tempo rubato, qui tue. Plus d'instrumentiste que la petite vérole, que la fièvre jaune, que la peste. Alors je lui jouais mes sonates à la manière de l'immortel Tartini, mon maître, et alors il avoua son erreur. Malheureusement, l'élève était enfoncé jusqu'au cou dans sa méthode. Il avait 71 ans. Le pauvre enfant. 40 ans plus tôt, je l'eusse sauvé, comme Giardini. Celui-là, je l'avais pris à temps. Mais malheureusement, il était incorrigible. Le diable en personne s'était emparé de sa main gauche. Et alors il allait un tel train que sa main droite ne pouvait pas le suivre. C'était des extravagances, des sautillements, des
Dédé Manché a donné la danse de Saint-Guy à un Hollandais. Aussi un jour, qu'en présence de Jomélie, il gâtait un morceau magnifique de bonne Jomélie, qui était le plus brave homme du monde, lui allongea-t-il un si rude soufflet que Giardini en eut la joue enflée pendant un mois. Jomélie le poignet luxé pendant 3 semaines. C'est comme Lully, un fou, un véritable fou, un danseur de cordes, un faiseur de sauts périlleux, un équilibriste sans balancier et auquel on devrait mettre dans la main un balancier au lieu d'un archer. Hélas, 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 s'écria douloureusement le vieillard. Je le dis avec un profond désespoir, avec Nardini et avec moi, s'éteindra le bel art de jouer du violon, cet art avec lequel notre maître à tous, Orpheus, attirer les animaux, remuer les pierres et bâtissez les villes. Au lieu de bâtir comme le violon divin, nous démolissons comme les trompettes maudites. Si les Français entrent jamais en Allemagne, ils n'auront pour faire tomber les murailles de Philipsbourg qu'ils ont assiégées tant de fois. Ils n'auront qu'à faire exécuter, par 4 violons de ma connaissance, un concert devant ces portes. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture de ce livre. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, oui. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle nuit, ainsi que pour certains, une très bonne matinée. À tout bientôt. Un pour tous et tous pour un.